On dit souvent de ce qui s'est passé dans les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est extrêmement horrible, mais c'est le cas. C'est inhumain et impardonnable de commettre de telles choses. C'est pourquoi on ne doit pas oublier cette histoire, en l'honneur des victimes, mais également pour ne pas répéter les mêmes atrocités. Mais ce qui est tout aussi crucial, c'est de ne pas oublier les horreurs qui sont passées chez nous, ici, au Québec. C'est un chapitre sombre de notre histoire, souvent méconnu des Canadiens. Ils sont hantés par le passé trouble des pensionnats autochtones. Des abus sexuels, physiques, violences, parfois dans certains pensionnats, des meurtres. Mon petit frère, il est décédé et s'est suicidé. À tous les soirs, j'entendais des enfants pleurer, des enfants de 5, 6, 7 ans. C'est des coups de pied dans le cul. L'opportunité de partager ce qu'on a vécu. Puis il y en a d'autres qui n'ont pas eu l'opportunité de partager ça, puis qui sont morts. Au cœur du Canada, ce qu'on appelait les pensionnats indiens se présentaient comme des institutions religieuses qui étaient soutenues par l'État. Leur objectif était d'assimiler les enfants autochtones à la culture euro-canadienne. En réalité, c'était des centres de destruction culturelle cherchant à priver les jeunes de leur identité et de leur héritage autochtone. On estime environ 150 000 enfants qui ont été victimes de maltraitance, de violence et de persécution, seulement en raison de leur identité autochtone. Environ 130 établissements furent actifs entre 1831 et 1996. Oui. Le dernier pensionnat autochtone du Québec a fermé ses portes à Pointe-Bleue, Mâche-de-Yache, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1991. Il y a encore beaucoup de Québécois qui demeurent ignorants, voire indifférents face à cette tragique réalité, alors qu'elle persiste dans le quotidien des communautés autochtones après même 30 ans. Nous ne sommes pas coupables parce que c'est pas nous qui avons créé les pensionnats et qui ont maltraité les enfants, mais il en reste que nous sommes responsables si on continue d'avoir de mauvaises relations avec ces peuples. Si on continue de nourrir des stéréotypes et des préjugés envers les peuples autochtones, si nous manquons d'intérêt et continuons d'être dans l'ignorance sans reconnaissance, on continue alors ce cycle de haine et de division, de violence, d'injustice et de blessures, pas seulement symboliques. J'ai eu la chance d'avoir la contribution de Mathieu et de Marcel, deux Abénakis originaires d'Odanak, afin de m'aider à changer les visions biaisées sur les Premières Nations du Québec, parce qu'il est important de bien les connaître. On pense à ceux qui ne payent pas de taxes, qui ne payent pas d'hydro. On ne travaille pas, puis on reçoit un chèque à chaque mois du gouvernement, alors que c'est complètement faux. Au même titre qu'on ne paye pas l'hydro, ben c'est complètement faux. On a des comptes d'hydro. Quand on dit qu'on ne paye pas de taxes, 50% de la population autochtone habite hors communauté. Donc, et si on travaille hors communauté, on travaille dans des milieux urbains, on va payer des taxes, on va payer des impôts comme tout le monde. Si moi, quand je vais à Drummondville, par exemple, magasiner aux promenades, ben, je paye mes taxes comme tout le monde. Puis, le seul endroit où on était exonéré de taxes et d'impôts, c'est si on travaille sur la communauté et si on consomme des biens sur communauté. Mais on s'entend qu'on a un seul commerce, donc on parle-tu vraiment davantage ou... Que leur maison, qu'ils se fassent bâtir, que c'est payé par le conseil de banque. Oui, on a un petit montant là, qu'il donne le gouvernement, mais c'est le même montant que mon père, quand il s'est bâti en 1976, qu'il donne aujourd'hui. Oui, on a des avantages, mais c'est pas tout gratuit, qu'est-ce qu'on a. C'est des alcooliques qui sont moins éduqués ou moins intelligents que la moyenne de la population. Le problème d'alcool puis le problème de drogue, c'est partout, c'est global, c'est pas juste des Autochtones. T'as pas l'air autochtone, ça aussi. Par exemple, moi, étant abénaki, ben j'ai pas nécessairement les traits qu'on attribue à c'est quoi un autochtone, c'est quoi un indien. Je dis indien entre guillemets, mais... Tu sais, il faut dire que autochtone, c'est foncé un peu comme le stéréotype de John Wayne, les films de John Wayne. J'ai pas le teint le typique que le monde pense. Fait que moi, personnellement, je n'ai pas vécu. Mais je sais qu'il y en a eu, parce qu'il y avait de l'air foncé, que le nez aussi, ils sont fait juger. Le mot sauvage a sorti souvent. Souvent. Mais je dirais que c'est pas partout pareil, c'est pas les mêmes réalités. Faut pas qu'on les mette tous dans le même bateau. 11 nations, 11 cultures, 11 langues, 11 territoires. Chacun a son histoire, puis c'est important de le nommer aussi. Là.
En fait, depuis le début du 20e siècle, il y a beaucoup d'éléments culturels qui ont été inclus à travers l'ensemble des cultures. Quand on pense aux coiffes de plumes, quand on pense aux capteurs de rêves, quand on pense aux tipis, on pense que tous les Autochtones habitaient dans ce genre d'habitation-là, se vêtissaient de cette manière-là, vivaient de cette manière-là également. Donc, il y a eu une perception qui a été véhiculée, notamment avec les films d'Hollywood, avec les grands vêtements à franges, les grandes coiffes de plumes, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on a encore en tête cette image-là de l'Autochtone. J'ai travaillé au musée, puis les Français, à l'époque, les autres, ils arrivaient, le monde cherchait les towns, puis qu'on soit tous avec notre costume. Moi, j'avais 15 ans, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça, là, tu sais? Puis c'est à ce temps-là que mon père me disait, c'est à cause des films de John Wayne, ça qui m'avait répondu. Et moi, j'étais habillée, j'ai toujours été, à part comme notre power, là, je vais mettre ma robe à cuir. Aujourd'hui, bien, depuis plusieurs centaines d'années, bien, tu sais, on a évolué, puis la culture également a évolué. Je dirais que la mobilisation puis l'éveil chez la jeunesse des Autochtones, moi, je l'ai ressenti beaucoup depuis I Don't Know More, il y a une dizaine d'années. On se laisse plus faire, puis on se mobilise, puis on défend nos droits. Aujourd'hui, je suis fière des jeunes de notre communauté, de l'âge à Mathieu, puis plus jeune. Même mon petit-fils qui a 7 ans, il va me dire des noms à Benaki. Puis là, il est comme, « Mamie, tu connais pas ça? » Je suis comme, « Non. » Tu sais, mon petit-fils de 7 ans, il sait des mots à Benaki. Il peut me dire des phrases. Tu sais, puis je suis bien fière, puis je suis heureuse de ça, parce que... Être Abénaki dans les années 70-80, ben on se souciait pas de tant que ça des enjeux au niveau politique, à tous les niveaux. C'était pas quelque chose qui était nécessairement valorisé d'être fier. C'était une fois par année au Powwow où est-ce qu'on mettait notre régalia, puis après ça, on reprenait notre vie. Fait que c'est beau que les jeunes, puis il y en a d'autres qui s'en viennent, puis ils vont apprendre la langue. Je ne veux pas blâmer nos parents, mais c'était comme à l'époque. C'était ça, ils essayaient de peut-être comme assimiler plus. Tandis qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui se forme. On a un collège ici à Odanak, qui est le collège Kiuna, qui est la seule institution postsecondaire dédiée aux Premières Nations. Donc là, on a formé plusieurs cohortes depuis une dizaine d'années. Et ces personnes-là, c'est rendu des leaders, c'est rendu des ambassadeurs pour leur culture, pour leur nation. La langue, elle s'est quasiment perdue. Bien, il y a eu des dictionnaires qui ont été faits, qui ont été gardés à leur regain, à renouveau aujourd'hui. Il y a des cours puis qui se donnent, puis ça commence plus à être plus commun. Cette génération-là, là, je suis vraiment fière d'eux autres parce qu'ils veulent que la culture continue. Fait que j'espère que mon petit-fils, là, il a 7 ans, qu'il embarque dans une belle génération aussi. En tout cas, j'espère. Je dirais que de nos jours, c'est plus mal compris. La société québécoise a un regard différent qu'il y a une vingtaine, trentaine d'années où il y avait beaucoup d'ignorance ou de désintérêt flagrant par rapport à nos réalités et à nos cultures. Je peux pas parler pour les autres communautés, mais pour Odanak, je trouve qu'il présente bien. L'année passée, j'étais allé à Winnipeg, juste un petit exemple, mais dans les commerces, c'est écrit « bonjour »,« hi », puis le terme dans cette langue de ce peuple-là qui habite là. C'est le fun de voir la traduction trilingue dans des dépanneurs de coins de rue, mais on voit qu'ils mettent vraiment beaucoup en valeur la présence crie et métisse. Il y a beaucoup de violence encore à l'égard des Autochtones au niveau du Canada anglais, mais il y a beaucoup d'efforts aussi pour afficher la présence des premiers peuples dans les villes, dans les territoires et tout ça. Justement, il y a plusieurs initiatives qui sont mises en place pour favoriser les échanges puis la rencontre des premiers peuples. Facebook, on a comme une affiche lumineuse qui annonce les activités. Puis en plus, on a un journal. Il parle de toutes les activités qui s'est passées. C'est des prestations musicales, c'est des contes et légendes, c'est des conférences sur les mythes et réalités. Le musée des Abénakis ici à Odanak, qui est en constante hausse d'achalandage depuis 2006. Quand on passe au Powwow, où est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, c'est ouvert à tous. Les gens ils pensent que c'est juste entre les communautés, mais c'est une occasion pour n'importe qui pour venir rencontrer et découvrir. Là. Puis moi, je trouve avec le Powwow, là, ça ramène, c'est comme une grande famille. Tu sais, des fois, il y en a qui cherchent
pour X problèmes, qui cherchent des questions des fois dans leur vie, il y en a qui le trouvent ici. Puis parfois, il y a comme un malaise qui est installé et qui ont comme un peu pris le blâme de leurs ancêtres par rapport aux sévices qu'ils ont subis parce qu'il y a tellement de choses depuis 2010 qui sortent, les pensionnats, les corps retrouvés dans les sites de pensionnats et tout ça. Mais le malaise, il faut en parler. Il faut échanger, puis il faut s'ouvrir sur les autres. Puis je dirais, pour avoir voyagé un peu dans le Canada anglais, le Québec est assez en retard là, sur l'intérêt des gens ou bien la valorisation de la culture autochtone dans les institutions, puis à plusieurs niveaux. Là. Bien, tu sais, aux Premières Nations, un message que je pourrais leur transmettre, c'est de continuer de s'éduquer, de continuer à renforcer son identité, à être fier, puis on a une responsabilité en tant que Première Nation à transmettre ça aussi aux Québécois, puis à nos enfants, à nos générations futures, pour s'assurer justement que notre culture soit encore vivante, que ce soit pas juste comme une relique du passé, que la langue soit maintenue parce que c'est des enjeux également. Donc d'être fiers de parler leur langue, d'être fiers d'être qui ils sont en tant que Première Nation, peu importe la nation dont ils sont d'origine. Puis aux Québécois, bien, de continuer en fait à s'intéresser, à mettre en action différents moyens pour rapprocher justement deux peuples qui se sont longtemps côtoyés, mais il y a eu une distance et un fossé qui s'est creusé. S'ils connaissent quelqu'un dans cette communauté-là, aller d'autres directement parler à cette personne-là, voir vraiment qu'est-ce qui se passe au lieu d'écouter les journalistes. Parce que je trouve que les journalistes, c'est le sensationnalisme. Tout le temps, c'est exagéré. Après ça, il y aura une meilleure compréhension. Puis il ne se fierait pas juste aux journalistes. Je souhaite également que les Premières Nations soient mieux considérées par la société, mais aussi par les instances gouvernementales. J'estime parfois que ce qui est véhiculé comme message, bien, les actions ne suivent pas. Les hommes politiques, les premiers ministres, les ministres, c'est eux autres des fois qui mettent des barrières. Malheureusement, c'est le signe de pièce qui compte souvent pour eux autres. Puis c'est juste pour le paraître, c'est juste pour dire que on va nommer les Premières Nations dans nos intentions, mais après ça, c'est quoi justement qu'on va leur donner comme autonomie? Finalement, on a le droit à notre pleine autonomie au niveau de la gestion de nos enfants puis des services sociaux. Là. Quand il y a des avancements comme ça, c'est souvent le Québec qui est réfractaire à ces changements-là. Donc, voilà. C'est ça.